Une question de Pascal. Vous avez créé l'UPR pour que la France sorte de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. C'est vrai. Mais que feriez-vous si l'UE s'écroule avant que le Frexit n'ait lieu? Cette hypothèse vous paraît-elle crédible? Alors ça, c'est une bonne question. Bravo. Je ne sais pas qui a posé cette question. Pascal. Pascal avec un E ou sans E? Sans E. Alors un certain Pascal, que je félicite. Parce que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que on voit qu'avec les coups de boutoir donnés par l'administration Trump, par Elon Musk, qui ouvertement a pris parti, soutient le parti Alternative für Deutschland en Allemagne, ce que personnellement je réprouve parce que j'estime que ça n'est pas des personnalités étrangères qui doivent dire comment doivent voter les Allemands ou les Français. Bon, ça, je suis d'accord avec les critiques qui sont formulées là-dessus. Mais je note que les gens qui font ce genre de critiques, du style Nathalie Loiseau, mais bien d'autres, sont singulièrement frappés d'hémiplégie parce qu'il y a une partie de leur cerveau qui oublie que s'il y a des ingérences, elles sont dans l'écrasante majorité des cas dans l'autre sens. Je rappelle que, par exemple, Barack Obama, président des États-Unis, s'était rendu au Royaume-Uni pour demander aux Britanniques de ne surtout pas voter en faveur du Brexit. Je rappelle que le même Barack Obama avait appelé les Français à faire le réflexe du castor, à faire barrage à Madame Le Pen et à voter pour Macron. Barack Obama, le président des États-Unis en exercice. Et puis les ingérences sont sans arrêt, sont sans cesse, y compris d'ailleurs de responsables européens qui sont intervenus, qui ont reçu en grande pompe Macron, je sais pas quoi, avant le deuxième tour. Il y a en permanence des ingérences. Donc c'est vrai que ce que fait Elon Musk en soutenant le gouvernement, le parti AfD en Allemagne, n'est pas conforme déjà à la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, mais ça n'est jamais qu'un pâle reflet de ce que fait l'autre camp. Mais pour poursuivre avec Elon Musk et AfD, imaginons, ça va avoir lieu le 23 février. Nous sommes aujourd'hui le 5. Dans 18 jours, il va y avoir des élections générales en Allemagne pour renouveler, je crois, il y a à peu près 630 sièges au Bundestag. Le Bundestag, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Et l'équivalent du Sénat, ça s'appelle le Bundesrat. Voilà. Mais là, c'est le renouvellement du Bundestag comme l'Assemblée nationale, et c'est là que se situe le cœur du pouvoir législatif en Allemagne. Et le chancelier d'Allemagne, qui est le détenteur du pouvoir exécutif, est l'émanation du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire au Bundestag. Or, actuellement, ça n'est pas le cas. Actuellement, les sondages donnent la coalition sociale du SPD des socialistes avec Olaf Scholz en pleine déroute. Actuellement, les sondages donnent un avantage à la CDU-CSU, c'est-à-dire au parti chrétien-démocrate, chrétien-sociaux. C'est le même parti CDU dans tous les Länder, sauf en Bavière. Il y a une petite spécificité locale, ça s'appelle CSU. C'était le parti de Madame Angela Merkel. Donc il y a à la tête de ce parti un monsieur qui s'appelle Merz, Friedrich Merz, et qui a de très fortes chances de succéder à Olaf Scholz. Ce qui d'ailleurs, Scholz étant le socialiste, Merz étant le CDU-CSU. Ce qui permet d'ailleurs aux critiques, aux Allemands, aux chansonniers en Allemagne de persifler en disant que Merz va faire en fait la même politique que Scholz, puisque tout ça est assujetti à l'Union européenne. Ils sont tous maintenant pieds et poings liés devant l'oncle Sam à cause des sanctions vis-à-vis de la Russie. Ils constatent l'effondrement de l'économie allemande et notamment de l'industrie allemande pour cause d'énergie hors de prix. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de chansonniers ou d'amuseurs publics en Allemagne qui disent qu'ils vont avoir le gouvernement Schmerz. Scholz et Merz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, Schmerz, ça veut dire la douleur, ça veut dire avoir mal. Donc la concaténation de Scholz et de Merz donne Schmerz, qui veut dire la douleur. Ça n'est donc pas tout à fait fait que le CDU-CSU va arriver au pouvoir. Et il y a donc tapis dans l'ombre, enfin c'est en pleine lumière d'ailleurs, le parti Alternative für Deutschland, qui est qualifié
d'extrême droite, parce qu'il a des propos et des propositions qui sont véhémentes pour arrêter l'immigration torrentielle en Allemagne, et qui a également des propos qui étaient eurosceptiques. Mais maintenant, c'est plus des propos eurosceptiques, c'est carrément le programme de Madame Weidel, qui est donc c'est une femme qui est à la tête de Alternative für Deutschland, Alice Weidel. Et bien son programme, elle l'a annoncé il y a quelques semaines, c'est le Dexit. Dexit comme Deutschland exit. Voilà. C'est l'équivalent du Frexit. Alors c'est pour ça que la question qui est posée là est très très intéressante, parce que a priori ça ne sera pas le cas. A priori, les sondages montrent que l'Alternative für Deutschland devrait faire aux alentours de 22%, et puis la CDU-CSU devrait faire peut-être dans les 27-28%. Mais imaginons qu'il y ait un tremblement de terre en faveur de AfD, et que AfD, à la surprise générale, fasse 28 ou 30%. Bon, il serait obligé de faire une coalition. Je sais pas comment il la ferait. Ou alors il y aurait une grande coalition anti-AfD, c'est toujours possible, hein, avec la CDU, les socialistes, etc., pour faire barrage à l'extrême droite. Mais il n'est pas intellectuellement totalement inimaginable de penser que la AfD pourrait arriver au pouvoir avec Madame Weidel comme chancelière, qui a comme programme le Dexit. Alors ça, là où je voudrais insister, c'est que je suis absolument sûr et certain, parce que je connais l'administration française, j'ai été d'ailleurs sanctionné pour avoir voulu faire le contraire, je sais que dans l'administration française, il est interdit de penser l'impensable. Voilà. Lorsque moi, délégué à l'intelligence économique, j'ai commencé à dire qu'il fallait regarder les menaces venant de la Commission européenne, que regarder à la loupe le pédigré des commissaires européens, des directeurs des différentes directions à la Commission européenne, et qu'il fallait également envisager d'avoir un plan de sauvetage de la France au cas où l'euro s'effondrerait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'on m'a viré de mon poste. On a fermé le poste. C'était M. Thierry Breton qui était à la manœuvre, en disant que j'avais fait progresser l'intelligence économique de façon très importante et que maintenant, il était mis un terme à cette mission. Voilà, parce qu'il est impossible, mais ça c'est un travers, ça ne concerne pas que François Asselineau avec Thierry Breton, c'est un travers qui remonte au long des siècles. Je rappelle, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, les grands sinistres, les grands désastres nationaux, ça a été fondé là-dessus. En 1870, le Napoléon III lance la guerre, déclare la guerre à la Prusse et au chancelier prussien Bismarck, qui est le chancelier de Guillaume II, le roi de Prusse, et la France fait la guerre suite à la dépêche d'Ems, qui est un quiproquo dont j'ai peut-être déjà parlé dans d'autres circonstances. Et donc, la France déclare la guerre alors que l'Allemagne est surarmée. Elle vient de gagner la bataille de Sadova de 1866. Elle est en passe de réussir son objectif, c'est que la Prusse est en train de fédérer autour d'elle l'unification allemande. Elle a 50% de soldats aguerris en plus que l'armée française. L'armée française est en infériorité dans tous les domaines, sauf sur le fusil chasse-peau. On a un très bon fusil à l'époque qui s'appelle le chasse-peau, mais c'est le seul truc. Voilà. Et néanmoins, on explique aux Français que la France, l'armée française, elle est prête jusqu'au dernier bouton de guêtre. La guêtre, vous savez, c'est cette partie, une espèce de tissu qu'on mettait pour protéger le haut des godillots des soldats. Voilà. En fait, d'être prêt jusqu'au dernier bouton de guêtre, on a été battu en 3 semaines, et ça a été le désastre de Sedan, l'effondrement du Second Empire, l'emprisonnement de Napoléon III, la proclamation de la République. Enfin, ça a été un truc chaotique. Et puis l'occupation de la France par notamment les armées prussiennes, début 1871, qui proclament le Second Empire, le Deuxième Reich, dans la Galerie des Glaces à Versailles pour bien humilier les Français et qui nous piquent l'Alsace-Lorraine, ce qui sont les ingrédients qui nous mèneront à la Première Guerre mondiale. Bravo les élites françaises. Il était interdit à l'époque, il y avait dans l'entourage de Napoléon III des gens qui disaient les Allemands sont quand même extrêmement bien entraînés. Et là, ils ont gagné plusieurs batailles dans le Schleswig-Holstein, et puis la bataille de Sadova contre l'Autriche, etc. Ils sont surarmés, ils sont suréquipés, ils sont surentraînés. Nous,
Rien n'y a fait. Les gens qui disaient ça étaient considérés comme des défaitistes, à les dégager. Voilà. La même chose s'est produite en 1940, vous le savez, puisque lorsque De Gaulle raconte dans le début des Mémoires de guerre qu'il tire les sonnettes et qu'il va voir les ministres de la Défense en disant attention, 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 on n'est pas au niveau, Hitler est en train de construire des chars, il faut absolument qu'on fasse la même chose, il faut qu'on ait des chars d'assaut, ils sont en train de se surarmer, nous on n'a rien. Rappelez-vous, c'est le premier chapitre qui s'appelle La pente des Mémoires de guerre, le deuxième chapitre s'appelle La chute. Et je crois que c'est dans La pente, dans le tout premier chapitre des Mémoires de guerre de Gaulle, il explique qu'il va voir je sais plus qui, peut-être Léon Blum d'ailleurs, enfin en tout cas il va voir, il tire des sonnettes ou Weygand et il tombe sur des responsables politiques qui sont en fait des irresponsables et qui lui disent oui vous avez tout à fait raison mais excusez-moi je peux pas vous recevoir, j'ai un débat à la Chambre des députés. Voilà. Et donc De Gaulle est jugé comme un importun. Et on explique à l'époque aux Français que nous avons la ligne Maginot et que donc les Allemands ne pourront pas passer. Voilà. Et simplement, personne n'avait pu imaginer que les Allemands passeraient par les Ardennes avec l'offensive de Guderian dans les Ardennes, contourneraient notre belle ligne Maginot et déferleraient sur la France où ça a été le désastre absolu de l'été 1940, dont la France ne s'est jamais vraiment encore bien remise psychologiquement de cette déconfiture. C'est même plus qu'une déconfiture, c'est un désastre national. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que si le 24 février prochain, c'est très peu probable, je suis d'accord, mais le principe même d'un chef d'État, le principe même de service de réflexion et de prospective, c'est justement de penser l'impensable. Certes, ça n'arrivera pas, mais si ça arrivait, si, par exemple, parce que Elon Musk fait beaucoup de promotions pour AfD, parce que les Allemands, il y a beaucoup d'Allemands qui en ont ras-le-bol de l'Union européenne, il y en a, de toute façon, les peuples en ont tous ras-le-bol de l'Union européenne. Si d'un seul coup, les Allemands portaient au pouvoir l'AfD, que l'AfD annonçait qu'ils vont mettre en œuvre l'article 50 pour sortir l'Allemagne de l'Union européenne, est-ce que vous imaginez ce qui va se passer en France ? On aura Sandrine Rousseau qui dira ah mais non c'est pas normal. On aura Macron qui dira il faut refonder le couple franco-allemand à l'évidence. J'avais raison. Enfin en fait ils ne sauront pas quoi faire. C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister sur le fait que nous en ce moment nous nous préparons. Alors nous n'avons pas changé de programme. Et toujours bien entendu notre objectif c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais on risque peut-être d'être dépassé par les événements. C'est-à-dire que il est tout à fait possible que la destruction de l'édifice européen, qui est inéluctable, ne vienne pas de France, puisqu'en France, il y a cette chape de plomb, cette censure d'un État totalitaire qui ne dit pas son nom et qui, en particulier moi, m'interdit d'antenne. Il y a eu au cours des derniers jours, j'ai vu 2 débats qui ont eu lieu. Un débat sur BFM à l'occasion des 5 ans du Brexit. Donc il y a eu un débat sur BFM, c'était est-ce qu'on peut sortir de l'euro, etc. Et évidemment, ils ont fait débattre des gens qui étaient tous en faveur de rester dans l'euro. Personne ne s'est dit tiens, on pourrait peut-être inviter Asselineau, c'est quand même quelqu'un qui depuis 18 ans fait des analyses qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles ont toujours été confirmées par les événements, il pourrait avoir un débat qui serait un débat stéréophonique. Tout le monde... Évidemment, je n'ai même pas été approché. Donc les auditeurs de BFM TV, voilà, on regardait BFM TV où on leur a expliqué que sortir de l'euro, ce serait la catastrophe. Mais c'est en ce moment que c'est la catastrophe. C'est pas quand on va sortir de l'euro. C'est en ce moment la catastrophe. Hein. Les 315 000 SDF, c'est en ce moment. C'est en ce moment qu'il y a 60 000 entreprises françaises qui ont disparu au cours des derniers mois. Enfin, c'est en ce moment là le désastre absolu. Et on veut faire croire aux Français que ça serait si on sortait de ce système. Et puis il y a eu un deuxième débat dans le journal Le Monde, un débat en ligne, j'ai vu, qui était les 5 ans du Brexit. Alors évidemment, paraît-il qu'il y a l'écrasante majorité des Britanniques sont désolés d'avoir fait le Brexit. Ils voudraient tous revenir dans l'Union européenne, etc., etc., etc. Ce qui est un mensonge absolument éhonteux. Je ne dis pas que la situation au Royaume-Uni est merveilleuse. Mais il y a bien d'autres facteurs que le Brexit, comme le Frexit, n'est pas une garantie d'être ensuite géré par des gens qui sont de premier niveau. Je rappelle d'ailleurs que le Brexit a été fait par des gens qui n'en voulaient pas.
Hein, c'est comme si demain il y avait un référendum en France sur le Frexit et que les Français votent majoritairement pour le Frexit. Qui est-ce qui mettrait en œuvre ce référendum? Macron et Bayrou. Vous imaginez que le Frexit serait piloté par Macron et Bayrou, qui sont des européistes acharnés et qui feraient tout pour faire capoter le projet. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Normalement, c'est Nigel Farage qui aurait dû diriger le Royaume-Uni après la victoire du Brexit, du référendum sur le Brexit. Donc, ceci pour dire que ce débat qui a eu lieu dans le monde, alors heureusement, ça reste, en fait, tout le monde s'en fout. Puisque tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Donc ça reste des débats très convenus. Bah là aussi, par exemple, personne n'a songé à se dire, tiens, il y a quand même Asselineau, c'est l'homme du Frexit depuis bientôt 18 ans. Ça serait intéressant d'avoir son point de vue. Mais non, pas du tout. Hein, voilà. Alors, tout ceci pour dire, et pour revenir finalement et conclure la question qui m'est posée, c'est que nous, maintenant, on se prépare au cas où il y aurait même plus besoin de Frexit, où tout s'effondre. Parce que si l'Allemagne sort de l'Union européenne, alors là, c'est féerique. C'est absolument féerique, puisque l'Allemagne, c'est le pays qui donne le plus d'argent. C'est le contributeur numéro 1. Voilà. C'est l'arcature même de l'Union européenne. Donc il donne quelque chose. Nous sommes le contributeur numéro 2. Donc de deux choses l'une, soit tout s'effondre, soit il faudrait suppléer le départ de l'Allemagne que nous payons, mais on devrait augmenter, je ne sais pas, peut-être de 10 ou 15 milliards d'euros supplémentaires nos dons à l'Union européenne pour que ça continue à vivre. Ça n'a pas de sens. En plus de ça, si l'Allemagne sort de l'Union européenne et de l'euro, l'euro d'un seul coup explose. Et à ce moment-là, le plus extraordinaire, c'est que les Français à qui on a mis dans la tête par un lavage de cerveau continuel, que ce que disait Asselineau, c'était déraisonnable, il faut surtout pas sortir de l'euro, vous vous rendez pas compte, mais on risque de l'avoir sans l'avoir voulu. Ça risque de nous tomber dessus brutalement. C'est exactement le désastre de 1940. Voilà. C'est la raison donc pour laquelle, eh bien, nous, en ce moment, on se prépare, on est en train d'actualiser notre programme, on réfléchit à la façon dont ça devrait se passer. Évidemment, si c'était un désastre, je serais le premier triste, affreusement triste de constater que les Français n'ont pas voté ni pour moi ni pour l'UPR parce qu'ils en ont été empêchés, en fait, parce qu'on leur a caché. Voilà. Et donc les Français risquent de se retrouver dans la panade parce qu'au lieu d'être sortis gentiment, doucement, en bonne intelligence depuis une quinzaine d'années de ce BINS, on risque d'être entraîné dans une tourmente. Le grand débat maintenant, c'est presque plus faut-il sortir ou non de l'Union européenne. Le grand débat qui s'annonce, qui est en train d'arriver, c'est lorsque le bâtiment va s'effondrer, comment est-on sûr qu'on ne va pas être pris sous les décombres? C'est ça la question. On en est là. On en est là. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tragique, mais c'est ainsi. C'est le fait aussi, les Français sont en partie responsables. Ils ont des circonstances atténuantes parce que il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le temps à consacrer, à regarder la politique, etc. Mais il y en a quand même qui l'ont. Et il y a beaucoup de Français qui n'ont pas fait l'effort d'aller regarder tous les candidats, de se dire, d'aller au-delà du ricanement convenu dès qu'on parle de sortir de l'Union européenne. Rappelez-vous, quand j'étais candidat, il était de bon ton de ricaner, et voilà. Et puis, voilà, c'est exactement comme les gens qui, en 1938-39, comme De Gaulle, tiraient la sonnette d'alarme et les gens ricanaient, attendez, voilà, vous êtes dingue, on a la ligne Maginot. Voilà. Voilà la situation telle qu'elle est. Elle n'est pas satisfaisante, évidemment.